Je voudrais convier à mes côtés maintenant M. Alain Juillet, président d'honneur de l'Académie de l'intelligence économique. Merci de me rejoindre, monsieur, pour que nous puissions aborder ce moment fort, à savoir les keynote experts. Merci. On va faire un échange. Oui, oui, ça va, il faut. On va faire un échange de bons procédés. Alors, merci d'être avec nous. Je vais faire une petite présentation de ce que vous êtes, parce que je sais que vous êtes exempté de présentation. Donc, vous avez plusieurs expertises, notamment en matière de données et d'intelligence économique. Vous étiez officier au service de la SDCE. Vous avez été nommé directeur de renseignement et à d'autres fonctions de haut responsable de l'intelligence économique. Vous êtes diplômé de Stanford Université, président d'honneur de l'Académie d'intelligence économique et du club décideurs de sécurité des entreprises. Donc le parcours est là pour que nous puissions approfondir cette question, et on va rester sur le plan sémantique de ce contexte mondial en évolution, en effervescence, pour emprunter encore les termes de la chimie. Je voudrais votre avis, votre position sur ce qui se passe maintenant autour de nous. La géopolitique est dense, elle est scellée avec ses complicités. Ça, ce matin, on a entendu aussi parler de ce qu'on appelle l'imprévisibilité, la cassure de certaines chaînes qui, en principe, devraient avoir une lisibilité classique. Quel est votre regard sur cela avant que nous puissions aborder des aspects qui relèvent du continental et puis de la chimie, et puis par la suite de votre perception d'évolution des choses? Non, merci. Excellence, mesdames, messieurs. Bon, pour parler de ce qui se passe, d'abord, effectivement, on est en train de vivre un moment important, puisque aujourd'hui, comme vous savez, les patrons des deux empires mondiaux, les États-Unis et la Chine, se retrouvent à Pékin. C'est très important parce que, au-delà de tout ce qu'on peut raconter, actuellement, les cartes mondiales sont en train d'être complètement rebattues. Et on le voit bien, quand le président Trump avait rencontré le président Poutine en Alaska, ils se sont mis d'accord sur les conditions de la fin de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. En voyant maintenant Xi Jinping, il est évident qu'il va discuter de la fin de ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. Et parce que tout ça s'est mélangé. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de bien comprendre que nous sommes, en définitive, entre deux empires qui veulent chacun affirmer leurs différences, leurs spécificités, et aussi pour préserver ce qu'ils veulent. Pour être plus clair, si vous prenez le classement du FMI, le dernier classement du FMI, aujourd'hui, l'Amérique et les États-Unis sont clairement la première puissance mondiale, mais en 2050, c'est pas dans longtemps, ils seront la deuxième puissance mondiale, car la Chine sera la première. La troisième étant l'Inde. Et en 2075, alors bien sûr les prévisions, plus on s'éloigne, plus c'est dangereux, mais il faut savoir qu'en 2075, la première ce sera la Chine, la deuxième l'Inde et la troisième les États-Unis. Et la quatrième, pour ceux que ça intéresse, c'est l'Indonésie. Pourquoi c'est très intéressant? C'est parce qu'en définitive, on est face à un empire, l'empire américain, qui est donc légèrement déclinant, mais qui veut se maintenir par la force militaire. On le voit avec les interventions, comme vous avez pu voir au Venezuela ou en Iran, mais également par le dollar, parce qu'il continue à contrôler essentiellement la monnaie internationale qu'est le dollar. Ça, c'est un aspect, si vous voulez, c'est le côté américain. Et on remarque aussi que les Américains, depuis l'arrivée du nouveau président, considèrent que le droit ne compte plus par rapport à la force. La force est prioritaire par rapport au droit. Dans les relations internationales, on ne respecte plus les accords à partir du moment où ces accords sont contraires à vos intérêts. C'est la vision américaine. Du côté des Chinois, c'est évidemment, ils sont positionnés dans ce sens contraire. Et eux vous disent, ce que nous voulons faire, c'est développer du commerce, bien sûr. On veut des relations internationales apaisées, on ne joue pas la force, mais c'est vrai que les Chinois ne sont pas des guerriers, ça c'est clair, depuis toujours. Donc ils veulent faire du commerce et
ensuite discuter, vivre avec tout le monde en bonne intelligence. Mais à côté de ça, et c'est ça où c'est intéressant, c'est que progressivement, ils sont en train de prendre le contrôle de quantité de secteurs de l'économie. Et quand ils prennent le contrôle d'un secteur ou d'une filière, là, c'est clair, ils ne la lâchent plus. Si vous prenez des statistiques, je prends, alors, il ne faut pas se noyer de statistiques, mais les Français, le ministère de l'Industrie français a fait une statistique, je vais prendre exactement le chiffre pour ne pas vous dire de bêtises. Ils ne sont jamais exacts. Vous avez remarqué ce matin que les chiffres qui ont été annoncés n'étaient pas annoncés de mais la même manière. Il peut y avoir des discussions, mais là, je ne veux pas qu'il y ait de discussion, justement. Hein voilà. Hein oui, on voit que sur 36 technologies, hein, c'est pas rien, hein, vous avez donc 46 technologies, excusez-moi, les 46 technologies clés dans le monde actuellement, hein, celles qui sont les technologies du futur. Hein. Alors il y a dedans, il y a l'hydrogène, il y a quantité de choses, bien sûr. Enfin l'hydrogène, les concepts dans lesquels se trouve l'hydrogène. Hein. Eh bien, ces 46 technologies, actuellement, les Chinois en contrôlent les 2 tiers. Et sur 1 tiers, ils ont un monopole. Donc c'est terrible, si vous voulez, quand on voit ça. Est-ce que la chimie figure parmi ces domaines stratégiques? Alors justement, si vous voulez, dans un certain nombre de domaines, alors regardez les terres rares. Hein, les terres rares, ils ont voulu mettre la main dessus, mais il n'y a pas que ça. Ils ont développé toute une série d'activités dans lesquelles ils contrôlent et ensuite, à partir du moment où ils contrôlent, eh bien, ils vont voir d'autres pays et ils vont faire du donnant-donnant, ce sont des commerçants, en disant « je peux t'aider, mais en contrepartie, qu'est-ce que tu me donnes ?» Et comme ils sont très riches et très puissants, évidemment, ils ont des moyens de pression terribles. Alors, ce qui est sûr, c'est que face aux Américains, les Américains essaient de capitaliser sur leurs points forts, les Chinois essaient de grignoter peu à peu sans conflit, car c'est la grande différence entre les deux. Les uns font la guerre, les autres s'infiltrent. Hein, mais alors, que deviennent les autres? Exactement, c'est ce que j'allais poser comme question. Qu'en est-il des autres acteurs? Alors, justement, il n'y a pas que les Chinois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, les Occidentaux, on l'a pas bien vu venir cette affaire-là, mais c'est les BRICS, les fameux BRICS. Hein. Je vous rappelle, les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Ça, c'était les premiers, mais depuis, ça s'est agrandi, puisqu'ils sont maintenant 10. Hein. Mais ce n'est pas 10 petits pays, hein. C'est tous des pays très importants, dont l'Indonésie, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Quand vous voyez les BRICS en 2075, il y a le premier, la Chine, le deuxième, l'Inde, et le quatrième, l'Indonésie. Ça vous montre bien la puissance. Et ces BRICS ont passé l'année dernière. Les BRICS, en PIB, en produit intérieur brut rapporté au pouvoir d'achat, hein, qui est le meilleur calcul, ils ont passé le G7. Hein, c'est-à-dire que quand le G7, qui était la référence mondiale hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, quand le G7 se réunit, aujourd'hui, il représente un peu moins de 30% hein, du PIB mondial, alors que les BRICS, quand ils se réunissent, et ils vont se réunir bientôt, représentent plus de 36%. Et si je vous ajoute à ça que 51% de l'économie mondiale aujourd'hui se passe en Asie, vous comprenez que toutes les cartes ont changé. L'Europe, vous ne l'avez pas évoqué, Alain. Donc, oui. Vous avez parlé des BRICS, bien sûr, de l'Amérique et de la Chine amont. Mais mais qu'en est-il de l'Europe? Alors, se positionne l'Europe, c'est le malade de la qu'on bande. arrive sur l'Afrique. Oui, alors, vous avez raison, on va arriver à l'Afrique après. Oui. Alors, l'Europe, c'est le malade de la bande, c'est-à-dire que c'est une zone qui n'a pas réussi à prendre le tournant, à prendre le virage ou à s'adapter, si vous voulez, aux réalités d'aujourd'hui. Alors, pour différentes raisons. D'abord parce qu'elle vise plus sur le passé que sur l'avenir, ça c'est sûr. Mais aussi, il y a un deuxième phénomène, c'est que on a voulu, avec raison, je pense, créer une Europe importante pour pouvoir faire face aux deux empires, en disant mais on pourrait former le troisième. Et en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que l'Europe, elle est fragmentée en gros en 3 morceaux. Hein. Ce qu'on appelle, nous, l'initiative des 3 mers, c'est-à-dire les 13 pays du nord de l'Europe qui étaient soit sous domination communiste, soit à la frontière, et qui ont un problème essentiel au départ, c'est la défense de leur pays par rapport aux Russes. Ça, c'est clair, parce qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé pendant 40 ans. Après, on a les pays du Sud,
ce que les pays du Nord appellent le Club Med, c'est-à-dire l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce, hein, qui sont réputés pour ne pas faire grand-chose. Bon, et puis, il y a au milieu, il y a l'Allemagne, qui a été clairement le leader de l'Europe depuis 15 ans, qui vient de traverser une crise très difficile après le départ de Mme Merkel, et puis avec la guerre en Ukraine, mais qui a la volonté de repartir parce qu'elle est appuyée par les États-Unis. Et là, je reviens sur les États-Unis. Quelle est la motivation des deux grands empires? Les États-Unis veulent vassaliser l'Europe, profitant qu'elle est éclatée, ils veulent la vassaliser. Ça, c'est très clair. Hein. Alors, chacun essaie de réagir plus ou moins. Il y a ceux qui réagissent en étant pour les Américains, plutôt dans le nord de l'Europe, et ceux qui sont très réservés, c'est ceux du Sud. Et pourquoi il n'y a pas cette unité de vision européenne vis-à-vis des Américains? Parce qu'en fait, vous supposez qu'il y a un éclatement, en fait. Oui, mais parce que quand vous avez 28 pays réunis et qui doivent voter à l'unanimité pour se mettre d'accord, c'est rigoureusement impossible. Hein, on le sait tous. Hein. Faites une réunion à 28, vous allez voir. Hein. Donc la conception même du système est erronée. Donc c'est vrai que pour l'Europe, si elle veut redémarrer, il va falloir qu'elle repense complètement son modèle. Alors il y a différentes options, l'Europe à deux vitesses, la séparation de l'Europe entre l'Europe du Nord, l'Europe centrale et l'Europe du Sud. Personnellement, mais ça c'est une conviction de plus en plus forte, quand je vois ce qui se passe avec la réussite de Mme Meloni en Italie, avec les pays de la Méditerranée, quand je vois ce qui se passe avec l'Espagne, hein, eh bien, je me dis que probablement pour la partie sud de l'Europe, aujourd'hui, la véritable opportunité, c'est de jouer la Méditerranée. Si vous voulez, les Européens ont lancé et ont échoué dans ce qu'on appelait le concept euro-méditerranée, c'est-à-dire les pays du Nord et les pays du Sud de la Méditerranée. Bon, en réalité, nous sommes au Nord et au Sud une entité qui se connaît, qui travaille ensemble depuis 2000 ans. Donc on a tout intérêt à continuer à relancer le processus pour travailler ensemble. On se comprend mieux que les autres, on travaille mieux que les autres. Seulement, il faut qu'on y réfléchisse dans des conditions de rapport, qui ne soient plus des rapports de force, mais des rapports de pays à pays. Hein, et non, je dis bien absolument pas de rapport de force, des échanges entre pays qui se placent au même niveau. Et c'est là toute la difficulté des Européens. Ils ont beaucoup de mal à descendre de leur piédestal, hein, pour se mettre au niveau de tout le monde. Et on en voit les résultats. Donc ça, c'est le grand problème de l'Europe aujourd'hui. On voit que c'est possible. Je vous disais tout à l'heure, je vous citais Mme Meloni, parce que Meloni, elle est en train de faire ça. Elle a développé vers la Tunisie, vers l'Algérie, vers la Libye. Elle est en train de faire plein de choses. Donc c'est possible, mais il va falloir qu'on s'organise, parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, dans un pays, si j'arrive à la France, parce qu'on parle de l'Europe, la France qui était le partenaire de l'Allemagne en ce qui concerne l'Europe, la France actuellement a perdu ce partenariat. Les Allemands sont plutôt attirés par les Italiens que par les Français. Hein. Ils jouent avec les Américains et nous, on s'est brouillé avec tout le monde. Donc évidemment, on est dans une très mauvaise position. Alors, est-ce que ça va repartir? Il faut le souhaiter. Mais il va falloir qu'on fasse effectivement des changements de stratégie. J'ajouterais qu'une chose importante, parce que j'aurais dû vous mentionner, c'est qu'on est aussi par rapport à deux logiques dans tout ça. Les Américains, ils mettent beaucoup de moyens dans l'instant. Les Chinois, ils ont le temps avec eux. Hein. La politique chinoise, elle a été définie par Deng Xiaoping il y a plus de 40 ans. Et aujourd'hui encore, le Xi Jinping, dans ses grands discours, se réfère à Deng Xiaoping en disant on est à l'étape 4, à l'étape 5, à l'étape 6 du plan de Deng Xiaoping. Donc il y a une ligne directrice qui oriente leur positionnement géopolitique, en fait. Alors, il y a un résumé de ça, il y a un philosophe qui a résumé ça en disant les Américains ont la montre, mais les Chinois ont le temps. Et c'est vrai. Hein, et c'est vrai, et c'est terrible. Parce qu'à partir du moment où vous avez le temps, vous ne pouvez que gagner. Et je ne vais pas faire une réponse indirecte sur les systèmes politiques, mais il est vrai que les dictatures durent une certaine durée, les républiques durent un temps très court, le temps jusqu'à la prochaine élection, après on change de stratégie, et actuellement dans le monde, le grand avantage, je le dis parce que je le pense, c'est les monarchies, parce que les monarchies vivent dans la durée. Parce qu'on assure la pérennité. On ne prend pas des choix instantanés, on prend des choix appelés à durer.
Et ça, dans le monde actuel, avec la complexité du monde actuel, il va falloir qu'on réfléchisse très sérieusement à ce problème-là, introduire le temps dans la politique. Et comment faire pour pouvoir introduire le temps dans la politique? Parfait, merci beaucoup Alain. Donc on a évoqué les grandes puissances. Maintenant, qu'en est-il du continent? On se retrouve l'Afrique parce que, en regardant un peu les écoles de l'intelligence économique, donc il y a aussi ce partage qui risque de s'imposer, c'est-à-dire de nous retrouver avec des pays qu'on appelle info-riches et d'autres qui sont info-pauvres parce qu'ils n'ont pas du tout l'accès à ces données, l'accès à cette puissance qui leur permet de plus d'envergure. Qu'en est-il de l'Afrique? Quelle est votre perception par rapport à ce panorama géopolitique? Alors, d'abord, l'Afrique, il faut voir que elle se développe, c'est le continent qui va être le continent en croissance, hein, démographique, économique, dans les prochaines dizaines d'années, avec une différence, parce que souvent on la compare à la Chine en disant elle a les mêmes taux de croissance démographique, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la Chine avait interdit d'avoir plus d'un enfant par famille pour pouvoir justement ne pas avoir à consacrer trop de moyens sur la formation et sur la famille, sur la vie familiale, hein, pour pouvoir mettre tous ces moyens sur le développement économique. Or, en Afrique, comme vous savez, les taux de natalité sont très importants, je pense en moyenne, hein, bien sûr, et à partir de ce moment-là, la plus grande partie du développement africain sera utilisée pour faire vivre les familles et assurer la formation. Donc c'est la grande différence par rapport au développement chinois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que comme c'est un continent en devenir, mais qui n'est pas encore très stabilisé, ça se développe, avec des pays qui se développent très vite et d'autres pas du tout. Il faut bien dire, on est en Afrique une espèce de peau de léopard avec des taches noires et des taches blanches. Hein. Et dans cet environnement-là, les grandes puissances, les empires, que ce soit les Américains ou les Chinois, en définitive, ils ne s'en mêlent pas trop. Ils ne viennent en Afrique que dans quelques pays amis. Alors là, ils travaillent avec eux. Et sinon, alors, c'est clair, hein, vous avez la Chine, par exemple, s'intéresse totalement, contrôle, on peut dire, l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est la porte d'entrée des Chinois en Afrique actuellement. Hein. Bon, ça c'est clair. Les relations entre le Royaume du Maroc et l'Amérique, ben, elles sont depuis toujours, hein, puisque votre pays a été le premier au monde à reconnaître les États-Unis d'Amérique avant les Français, avant tout le monde. Hein. Et ça reste. Aux États-Unis, ils s'en souviennent. Donc il y a des liens particuliers. Mais en dehors de ça, c'est vrai que dans les autres pays, on voit les grandes puissances n'intervenir, les grands empires, que lorsqu'ils ont un intérêt réel. Alors là, pour saisir des matières premières, pour contrôler, ou pour une raison stratégique. Sinon, ils ne viennent pas. Ils viennent pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays africains vont avoir à gérer leur développement eux-mêmes. En fait, eux-mêmes. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on s'aperçoit que les grandes organisations africaines, hein, l'Union africaine, les commissions régionales, les organismes de développement, eh bien, en réalité, n'ont pas justement n'ont pas des stratégies très claires. Hein. Ils font un peu du saupoudrage, ils veulent faire plaisir à tout le monde, mais il n'y a pas de stratégie claire de développement. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui impacte l'économie. Exactement. Donc, du coup, il n'y a que les pays eux-mêmes qui se développent. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour se développer, il faut construire les bases. Hein, il y a des infrastructures, mais il y a la formation, bien sûr, mais il y a aussi, bien entendu, il y a l'industrie. Or, la plupart des pays africains sont au stade du développement d'un début d'industrie. Je parle en général, hein, bien entendu. Hein, au début, bon, un des éléments clés, c'est la chimie. Hein. La chimie est au cœur de tout le développement industriel. On en a parlé, on va en reparler certainement. Et c'est pas manque de matières premières, en fait, sur le continent. Alors, exactement. Et ce qu'on voit bien, c'est que l'Afrique a été exploitée jusqu'à maintenant par les grandes puissances, alors occidentales en particulier, qui prenaient les matières premières en Afrique pour les transformer chez elles, donc pour créer de la valeur ajoutée dans les autres pays. Le développement du niveau de vie en Europe, aux États-Unis ou ailleurs a été fait grâce à la plus-value par la transformation des matières premières qui, elle, avait été récupérée en Afrique. Ça, c'est très clair. Donc l'enjeu, à l'évidence aujourd'hui, c'est que l'Afrique gère ses matières premières et transforme ses matières premières. Alors ça, c'est un premier. Donc ce qui suppose d'avoir la capacité pour le faire.
Et on voit bien qu'un des problèmes qu'il y a dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est que j'écoutais tout à l'heure les interventions des représentants des ministres ou des représentants des ministres et puis de la Confédération des entreprises, la GEM, on voit bien qu'ici, vous avez un partenariat public-privé qui se construit. Mais vous êtes bien, il y a très peu de pays en Afrique. Du coup, vous nous ramenez sur le Maroc, justement, parce que c'était dans l'évolution naturelle des choses, le continent et le Maroc. Oui, mais pour vous, ça paraît naturel. Et actuellement, c'est vrai. Et le partenariat public-privé ici, bon, on le vit, on en parle, tout le monde en parle. Mais moi, je peux vous assurer que dans la plupart des pays d'Afrique, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il n'y a pas de partenariat public-privé. Et de ce fait-là, on ne peut pas assurer un véritable développement harmonieux. Parce que le privé, il peut faire des investissements, il peut prendre des risques, c'est sûr. Hein, il peut choisir des industries ou des activités intéressantes. Mais s'il n'y a pas derrière les infrastructures, les capacités de financement, la formation des jeunes, enfin tout ce qu'on a dit, donc, il est impossible d'y arriver. Si vous n'avez qu'un pendant, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive quand des grands groupes internationaux arrivent quelque part en disant « je vais faire une usine ou je vais développer quelque chose comme je le fais chez moi », on se dit « mais pourquoi ça ne marche pas ?» dans la plupart des cas. C'est simplement ça ne marche pas parce qu'ils l'ont implanté dans une zone où ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas le reste, il n'y a pas l'environnement nécessaire. Vous voyez, parce que sans l'environnement, on ne peut pas y arriver. Hein. Et ça, c'est très très important parce qu'on voit aujourd'hui sur l'Afrique que la plupart des pays n'ont pas justement ces structures encore. Hein, et donc il va falloir y penser. Et il faut aussi qu'elles aient des sources de financement. Et la plupart des entreprises n'ont pas les banques de financement nécessaires. Hein. Sur les financements, je voulais vous dire une chose, je ne sais pas si vous le savez ça, parce qu'on parle toujours, je vous ai dit tout à l'heure au début que le dollar était la référence, d'accord, hein, la monnaie mondiale, et c'est vrai, même si ça commence à changer. Parce que peu à peu, comme vous savez, dans le pétrole en particulier, on commence à payer, en dépit des accords du Quincy, on commence à payer en monnaie différente, en rouble, en yuan ou autre. Mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe au niveau à ce niveau-là, si vous voulez, c'est que qui gère aujourd'hui, au niveau mondial, les grandes puissances financières? On a toujours, nous, l'image de Wall Street, hein, des grands banquiers, des grandes... Mais on oublie que les 5 premières banques mondiales actuelles, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est terrible. Les 5 premières banques mondiales, il y a 4 banques chinoises, et c'est la 5e simplement qui est une banque américaine qui s'appelle JP Morgan. Personne donc on a l'explication à tout. Oui, mais ça montre bien que tout est en train de changer. Parce que quand vous contrôlez la finance, on sait ce que ça veut dire. Hein. Et donc on est dans un changement mais fondamental. Alors nous là-dedans, donc si on parle, revenons à l'Afrique, excusez-moi de cette digression. Et le Maroc aussi, parce qu'on fait l'exception marocaine dans tout ça. Justement, alors le Maroc a une position tout à fait exceptionnelle, si vous voulez, et je prends par exemple la chimie, puisqu'on est là. On est dans la chimie, justement. Il ne faut pas trop s'éloigner de la chimie. Il faut quand même qu'on en parle, hein, on est ici pour ça. Hein. La chimie, quand vous regardez la position des pays africains, vous avez 4 pays africains dont on peut dire qu'ils font de la chimie. Il y en a 4, c'est tout. Hein. Il y a l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est clair. Le reste, soyons gentils, il n'existe pas. Après, vous ajoutez à ça, quels sont les pays sur lesquels la recherche technologique, si vous voulez, la recherche technologique est efficace. Là encore, là c'est simple, il y en a 2, c'est l'Afrique du Sud et le Maroc. Donc ça commence déjà, on voit le... Et alors, quand on parle... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, et que ça a été dit, donc je ne vais pas redire sur ce qui a été dit tout à l'heure, la chimie, c'est essentiel pour le développement de l'industrie, de toutes les industries, parce que des produits de transformation, des produits industriels faits par la chimie à partir des matières premières, on en trouve partout, il en faut partout. Donc il n'y a pas de secret, il faut de la chimie. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, on voit que dans les 4, le Nigeria est un pays qui n'exporte pas. Il est très riche avec le pétrole, avec tout ça. Le Nigeria n'exporte pas, ils vivent en milieu fermé. Il faut dire aussi que c'est un pays avec une très, très grosse population et ils ont des problèmes très spécifiques. Le Nigeria n'a d'influence que sur les quelques pays autour, le Bénin, le Togo, si vous voulez, et de l'autre côté un peu le Cameroun. C'est tout. Il faut le dire, c'est tout.
l'Afrique du Sud, elle est dans le Sud et elle a loupé, parce que quand elle a pris son indépendance à l'époque de Mandela, du président Mandela, tout le monde pensait que l'Afrique du Sud allait devenir la référence de l'Afrique, de toute l'Afrique, par ses capacités. C'est pas vrai, elle reste cantonnée dans le Sud. Hein. Alors, pour la chimie, il reste quoi? Il reste 2 pays dans le Nord, l'Égypte et le Maroc. Mais l'Égypte tient. Vous savez que l'Égypte est un pays très peuplé, mais qui a énormément de problèmes économiques. Hein, et pour s'en sortir, elle est aidée, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup, par l'Arabie saoudite et par les pays du Proche-Orient, qui financent énormément de choses. La contrepartie, c'est que l'Égypte, sur le plan économique, sur le plan exportation, sur le plan, est orientée vers ces pays-là. Donc l'Égypte, si vous voulez, quand on parle chimie, eh bien, les chimies, c'est vers ces pays-là, c'est pas vers l'Afrique. Donc il y a une contrepartie, au fait. C'est une contrepartie. Résultat, et je le dis ici, et je trouve que c'est formidable quand j'écoute tout ce que vous êtes en train de faire ici sur le plan de la chimie, aujourd'hui, il y a un développement potentiel, mais considérable, pour le Maroc, puisque vous avez toute la partie nord et centrale de l'Afrique où il n'y a personne qui peut vous remplacer. Parce que nous ne l'aurons pas. Pour faire de la chimie, il faut tout ce qu'on a dit avant, hein, les infrastructures, les capacités de formation, l'argent, enfin il faut tout. Même si des pays d'Afrique veulent vous rattraper en disant « mais nous aussi on a des matières premières », regardez la République démocratique du Congo par exemple, elle a des matières premières en quantité, elle pourrait parfaitement installer. Mais avant qu'elle soit capable de monter une chimie performante, eh ben, il faudra des dizaines d'années. Et pendant ce temps-là, bah vous continuerez à monter. Donc vous êtes irrattrapable. Quand vous évoquez les dizaines d'années, vous faites allusion à quoi précisément? Donc il y a parce que la dimension humaine, parce que les connaissances, le temps qui démarre, oui, le temps qui démarre, qui construise, qui est l'effet d'apprentissage. Il y a tout un processus de savoir et de connaissance. Oui, processus de ça. Il y a le fait aussi que progressivement les gens soient formés pour travailler, parce qu'il y a tout un ensemble. Hein, c'est des courbes, on connaît bien. Hein, les courbes d'apprentissage font que ça démarre. Quand on lance une activité, elle n'est pas tout de suite, immédiatement à son top. Hein, il faut du temps. Et dans ces domaines-là où il y a des process, où il y a beaucoup de choses, c'est extrêmement compliqué. Alors, vous me direz, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrive à réduire les pertes, on arrive à accélérer les processus. Et les délais aussi. Exactement. Les pertes, les délais, on réduit les délais, on réduit les pertes techniques, hein, on améliore les processus, on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. Mais encore là, il faut maîtriser l'intelligence artificielle dans son application sur les outils et les procédés. Donc, on voit bien que tout ça fait qu'en définitive, le bouleversement actuel technologique qu'on est en train de vivre va favoriser quand même ceux qui sont déjà à un bon niveau. En l'occurrence, le Maroc, en fait. Au niveau du et là, continent. on arrive forcément, on arrive au Maroc. Quand on regarde tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, le Maroc est dans une position très favorable. Donc, par contre, c'est vrai que ça veut dire aussi, mais je crois que c'est ce qui est en train de se faire, mais ça veut dire aussi qu'une fois qu'on a pris conscience qu'il y a un marché potentiel considérable autour, il faut développer des relations de partenariat, d'échange, des accords douaniers et autres pour favoriser les échanges vers tous ces pays-là. Pour que ça ne soit pas perçu, comme ça l'était à l'époque des Occidentaux, comme un moyen de pression pour mettre la main sur les pays, mais au contraire comme un moyen de développer des relations commerciales harmonieuses. Avec le continent. Et dans le cadre de la SLECAF, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, il y a la zone de libre-échange africaine qui est en train de s'installer. Absolument, c'est clair. Donc là, il y a un rôle à jouer, une évolution à développer, qui est très importante parce qu'elle va permettre donc à un pays comme le Maroc d'avoir pour la suite des débouchés importants et qui renforceront bien sûr non seulement sa capacité industrielle, ses marges, son niveau de vie, l'emploi, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on n'a pas évoqué, c'est la souveraineté. Parce qu'on est dans un monde... Si vous voulez être respecté par les empires, il faut être souverain dans quelque chose. C'est clair. On écrase les faibles. Vous savez, il y a un proverbe, ce n'est pas un proverbe, c'est une phrase d'un historien, un auteur grec, mais de l'époque, de la grande époque, la guerre du Péloponnèse, donc vous voyez, chez les Grecs il y a très longtemps, hein, et qui s'appelait Thucydide. Et Thucydide, il a écrit une phrase terrible. Il a dit « Quand les forts ont tous les pouvoirs pour vaincre, les faibles n'ont qu'à se taire. »
Ben, la messe est dite. Ça s'applique justement encore à notre Parce époque. que ça depuis s'applique l'époque encore grecque, à notre ouais. époque. Parce qu'on le voit bien. Quand les Américains veulent vassaliser l'Europe, par exemple, s'ils appliquent la loi du fort au faible, vous n'êtes pas bien, ben nous, on va vous dicter ce que vous devez faire. Si vous voulez résister, comment vous pouvez résister? C'est si vous avez des domaines de souveraineté. Hein, parce que si vous avez des domaines dans lesquels vous êtes vraiment, que vous maîtrisez, vous êtes fort, et que là, on ne peut pas rentrer parce que c'est vous qui tenez le manche, ben à ce moment-là, on vous respecte. Parce qu'on dit, ah ben dans ce domaine-là, c'est lui c'est pas nous. Et vous voyez, et je fais une indirecte sur ce que j'ai entendu, là, parce que vous m'avez fait prendre conscience. Je savais que l'hydrogène vert était en train de se développer, vous développez l'hydrogène vert, parce que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Ça a été cité d'ailleurs dans les interventions de ce Et puis il matin. va y avoir aussi des interventions derrière. Tout à fait, il y a des panels qui vont parler. Hein, vous allez en parler. Mais l'hydrogène vert, c'est indiscutablement le produit d'avenir. Quand j'entends Xi Jinping qui dit, qu'il a écrit, hein, le dernier comité central... Donc c'est plus sérieux quand il l'écrit. Xi Jinping, pardon? C'est plus sérieux quand il l'écrit, donc il le trace. Oui. Quand Xi Jinping a écrit j'ai donné l'ordre de développer les voitures électriques pour jusqu'en 2035, 2040, bon, hein, nous allons devenir les leaders mondiaux absolus des voitures électriques, mais c'est très intéressant de lire la suite, et il dit, et ensuite, nous basculerons sur la voiture à hydrogène. Et dans le même temps, je vois en Europe, chez moi en France, hein, nos écologistes qui me disent, quand je parle d'hydrogène, ils me disent ça ne marchera jamais. Personne ne sera capable de faire de l'hydrogène à un bon prix. Alors, ben maintenant, je sais ce qu'il faut leur dire à ces braves gens. Je vais leur dire, quand ils nous parlent d'écologie punitive en France et qui nous tue, ben je vais leur dire, vous devriez aller au Maroc, vous allez comprendre. Merci beaucoup, Alain. Il y a Rachid Liazemi qui s'impatiente parce que je ne sais pas comment je vais le contenir dans 30 minutes, mais je voudrais un mot de la fin sur vos perspectives, c'est-à-dire si on voudrait aller encore plus loin dans une industrie beaucoup plus intégrée chimiquement parlant, quelles seraient vos recommandations? Il fonctionne toujours. Oui, il y a plusieurs réponses. La première d'abord, c'est que il faut en permanence, ce que je vous ai dit, il ne faut surtout pas s'arrêter sur ce qu'on a acquis, mais il faut se dire qu'en permanence, il faut se remettre en cause pour aller plus loin. On est dans une course permanente au niveau mondial maintenant. Hein, seuls les meilleurs vont gagner. Vous savez, c'est comme dans une course à pied. Hein, tant que vous faites partie du peloton de tête, vous avez une chance de gagner. Si vous perdez 20 mètres, c'est fini, vous ne revenez plus. Donc tout le problème, c'est de tenir dans le peloton de tête. Et pour ça, il faut jouer sur ses propres capacités, sur les points sur lesquels on est fort. On en parlait tout à l'heure. Hein, il faut jouer sur les points sur lesquels on est fort, en appuyant là-dessus pour se dire là-dessus, là, ils ne pourront pas me démolir parce que là, vraiment, je suis le meilleur. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est il faut surveiller très attentivement deux points sur ce qui est en train de se faire. C'est l'intelligence artificielle, parce que oui, elle va permettre d'améliorer indiscutablement les choses, et la robotique. Attention à la robotique. Si les Chinois se passionnent pour la robotique, ce n'est pas pour rien. C'est que la robotique, ça vous permet, dans des actions répétitives ou dans des process complexes, de faire exactement la même chose à chaque fois sans jamais d'erreur, alors que l'erreur est humaine. Voyez ? Et non seulement ça, mais en plus, avec les learning, le e-learning, ces machines, ces robots sont capables en plus de s'améliorer. Donc, si vous voulez, la courbe d'apprentissage est multipliée, enfin est améliorée beaucoup plus vite que prévu. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc les robots, l'intelligence artificielle. Et puis, la troisième, je dirais, c'est la volonté. Hein, et moi, je voudrais insister là-dessus. Je pense que quand un pays a une volonté, une stratégie à long terme, la stratégie à long terme a un formidable avantage. C'est que d'abord, tout le monde la comprend. Là, vous parlez du temps, mais vous ne parlez pas de l'horloge cette fois-ci. Oui, non, mais attendez, mais c'est valable pour la chimie aussi. Quand vous dites, voilà où je veux aller dans 10 ans ou dans 20 ans, hein, vous y voyez, tout le monde comprend. Et après, vous n'avez plus à expliquer où vous allez aller, parce que tout le monde le connaît, le but. Vous n'avez plus qu'à faire ce qu'on appelle chez les militaires de la tactique, c'est-à-dire de décider par quel est le meilleur chemin pour y aller. Mais tout le monde, il y a la dynamique qui vous pousse pour aller vers l'objectif. Et comme en plus, vous voulez y croire, vous avez l'espérance. Or, un peuple, quel qu'il soit, qui a l'espérance et la dynamique, il gagne par rapport à l'autre, qui lui ne l'a pas ou l'a perdu.
Hein. Ça, on le voit dans toute l'histoire du monde. Hein. Les Américains, c'est comme ça qu'ils ont dressé Kennedy a redressé l'Amérique après les échecs successifs dans le spatial au début, en disant on sera sur la Lune 10 ans plus tard. Et ils ont mis des gars sur la Lune dans des conditions qu'aujourd'hui, personne n'oserait faire. Hein. Parce qu'il y avait toutes les chances d'y rester et peu de chances de revenir. N'empêche qu'ils y sont arrivés et que l'Amérique, elle a gagné 30 ans. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'Académie de l'intelligence économique. Merci à vous. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup. C'est Rachid Yazami, merci de me rejoindre, s'il vous plaît. C'est Rachid, merci d'être là. Je suis mal à l'aise quand je vous présente parce que vous faites partie maintenant des meubles de cet événement. Vous êtes une icône, cet événement. Vous êtes un expert international et chercheur dans le domaine des batteries. Né à Fès, vous êtes un éminent ingénieur, chercheur marocain, célèbre pour avoir inventé, parce que je vois que les licences, on va dire, les brevets n'arrêtent pas, et vous êtes toujours dans cette dynamique de créativité. Merci d'être avec nous. Je pense que vous avez une présentation, l'équipe en dispose, c'est ça? Peut-être un petit mot, votre émotion avant que l'équipe régie lance votre présentation. Allez-y. D'abord, merci de l'introduction, et puis merci à la Fédération de la chimie et de la parachimie de sa confiance et de l'invitation qu'il m'adresse continuellement. Effectivement, maintenant, je fais partie de la famille. C'est un honneur. Bon, parce que une anecdote, c'est que en 1975, j'étais admis à l'Institut national polytechnique de Grenoble. Et donc, il se trouvait que j'étais pas mal classé pour aller à faire l'informatique. Ça s'appelait l'école de mathématiques appliquées. Donc la personne qui s'occupait des admissions, elle me dit « Oh, monsieur Yazami, vous pouvez tout de suite aller en informatique, c'est la meilleure école de Grenoble. » J'ai dit « Non, je préfère aller en chimie. » « Comment ça, la chimie est classée 5e sur 6 et tout ?» J'ai dit « Ça ne fait rien, on a l'OCP et au moins je peux avoir une carrière. » Donc c'était sur une carrière à l'OCP. Voilà, exactement. Je leur ai dit qu'on a l'OCP, qu'il y a toujours une possibilité, une fois qu'on a un diplôme d'ingénieur, d'intégrer l'OCP à l'époque. Voilà. Donc, c'est vrai que, en fait, c'est tout un parcours. Maintenant, je compte peut-être plus de 45 ans de travaux de recherche académique. Vous ne regrettez pas l'OCP? Voilà. Non. Pardon? Vous ne regrettez pas l'OCP? On a toujours des relations avec l'OCP de toutes les façons. J'ai dit dès 2017, devant un grand parterre de chercheurs de l'OCP, que sans l'élément phosphore, P, il n'y aurait jamais eu de batterie au lithium. Et les gens de l'OCP ne le savaient pas. Parce qu'il y a un élément qui s'appelle LiPF6, donc c'est l'hexafluorophosphate de lithium, d'accord, le nom chimique. Sans lui, les batteries au lithium ne marcheraient pas. Donc c'est très important. Maintenant, on parle de LFP, donc la cathode à base de phosphate de fer et de lithium, que l'OCP commence maintenant à développer en collaboration avec d'autres sociétés, en particulier chinoises, etc. Donc le phosphate, c'est quelque chose de vraiment de l'avenir. Et en 2002, j'avais envoyé un rapport à l'OCP en leur disant la conclusion de tests qu'on avait fait préliminaires au directeur à l'époque de la R&D. Je leur dis, en conclusion, LFP est l'avenir des batteries au lithium. 2002. Les Chinois ne savaient pas encore ce que c'était LFP à l'époque. Vraiment. Bon, je vous dis tout simplement, on a toujours un problème d'être un tout petit peu en avance par rapport à son temps. Mais, comme disait M. Alain Juliet, on a le temps. Donc, ce n'est pas un problème. Les choses finissent par arriver. Et je suis très, très heureux, justement, de continuer cette aventure, disons, à cheval entre, disons, la recherche appliquée, donc comprendre comment ça se passe dans les batteries, et la recherche fondamentale, puisque j'ai toujours un appointment, disons, une collaboration étroite avec l'Institut californien de technologie, Caltech. Donc je suis toujours membre de Caltech actuellement, et j'ai une équipe qui travaille actuellement sur des modèles sur lesquels on essaie de comprendre un certain nombre de phénomènes dont je vais parler aujourd'hui. Voilà. Allez-y, merci de cette belle introduction. Alors voilà, donc l'intelligence artificielle, levier de compétitivité dans la chaîne de valeur. Donc c'est en fait le mot intelligence
associé aux batteries. Je pense, là aussi, avoir été le premier à l'associer dès 2009. Quand j'ai créé ma société KVI, Kelvin Volta Innovation, en Californie, j'ai mis, vous pouvez lire en bas, The Battery Intelligence Company. 2009. Donc en 2009, j'avais déjà dit que les batteries, soit elles ont un cerveau, soit il n'y aura pas d'avenir. Donc les batteries, c'est des stockages de l'énergie, donc c'est des matériaux, globalement on dit c'est des muscles, mais il faut un cerveau, d'accord, pour justement gérer cette énergie d'une façon très efficace et puis améliorer les performances. Alors, on m'a donné ça pour pouvoir dérouler. Alors, comment ça se passe? Dérouler. Ah. C'est celui-là, là? Le vert. Le vert, très bien. Alors, pour commencer, je vais quand même brosser un peu un tableau des tendances du marché mondial des lithium-ion batteries, donc les batteries lithium-ion dans le monde, avec un certain nombre de chiffres. D'ici 2035, on va atteindre les 6,7 TWh. Tera, c'est 1000 gigawattheures, d'accord? Pour vous donner un ordre de grandeur, Tesla, c'est 30 gigawattheures. Donc vous faites 6000 divisé par 30, c'est rien, c'est négligeable. D'accord? Donc effectivement, la tendance est, vous voyez, une progression d'environ 20% chaque année. Ça n'a pas arrêté depuis le début de l'industrialisation des batteries au lithium en 1990-91 par Sony. Et ça a continué à augmenter. Donc là, vous avez les tendances par rapport donc au marché. Vous avez donc l'électromobilité qui est en bleu foncé en bas, qui représente à peu près 80-85% du marché. Mais il y a le stockage de l'énergie, Battery Energy Storage System, BESS, d'accord, qui augmente chaque année d'une façon considérable parce qu'il y a un besoin, justement, le Maroc est en plein dedans, pour l'énergie propre, durable, l'énergie solaire, éolienne, mais il faut la stocker parce que le soleil, c'est que le jour, et le vent, c'est quand il souffle. Donc il faut stocker l'énergie quand on la produit, et donc les batteries constituent un des meilleurs, disons, vecteurs de stockage de l'énergie. Voilà, donc ça c'est par secteur. Et l'électromobilité, c'est-à-dire le consumer électronique, l'électronique de tout ce qui est téléphone portable, etc., qui était dominant au début des années 90, des années 2000, maintenant ne représente plus que 2% du marché mondial. Donc ça a beaucoup diminué. Alors après, par la géographie, on voit qu'en 2035, et c'est ce que disait M. Alain Juillet, les Chinois dominent le monde dans ce domaine, donc ils vont représenter à peu près 85% du marché mondial de la production des batteries, parce que ils se sont lancés très tôt dans ce domaine, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui, ils ont le temps. Donc ils ont une vision sur 20 ans, 30 ans, etc., alors que les Américains, les Européens, peut-être voient un peu dans un délai plus court, et donc ils ont perdu justement ces opportunités, alors que la chimie fondamentale des batteries a été découverte en Europe. Mon collègue professeur John Goodenough, a inventé la cathode à base de cobalt en 1979, et la même année, j'ai inventé le graphite, qui est l'anode. Donc c'est parti d'Europe, mais c'est les Japonais qui ont été les premiers à prendre la cathode de John et l'anode de Rachid pour faire la première batterie rechargeable en 90-91. Et donc ça c'est après, bien sûr, c'est parti dans le reste du monde, et en particulier en Asie maintenant. Donc entre la Chine, la Corée et le Japon, c'est là où ça domine. Voilà. Je passe donc à la suivante. Donc, actuellement, ce qui monte le plus, disons, en progression de marché, c'est le stockage de l'énergie. Très, très important. Et donc, la progression du marché mondial, actuellement, est plus de 25%, parce qu'il y a une demande, justement, d'énergie propre, de stockage de l'énergie, et en particulier au Maroc, avec le mix énergétique, sur le représentant du ministère de la Transition énergétique nous a rappelé que déjà on est à 46%,
avec un objectif d'atteindre 52%, et on va le dépasser. En 2030, le Maroc produira plus de 52% de son mix énergétique à partir des énergies renouvelables. Et c'est un des rares pays au monde qui fait ça. C'est extraordinaire. Donc voilà, donc, un marché qui se développe très très vite. Et il va atteindre les 521 milliards de dollars d'ici 2035. Donc c'est quand même énorme. Et si le Maroc peut avoir 5%, 10% de ce marché, c'est déjà considérable. Hein. C'est une très bonne source, disons, de revenus, et puis justement d'avoir cette, comment dirais-je, au Maroc puisse maîtriser cette technologie pour l'avenir, c'est quand même considérable. Donc il y a beaucoup de projets justement et au Maroc pour développer donc le stockage de l'énergie dans les batteries et l'énergie propre, mais aussi d'exporter l'énergie en Europe à partir peut-être de l'hydrogène vert ou de l'énergie solaire qu'on convertit en électricité et qu'on peut effectivement exporter. Alors, donc, justement, ce marché, comme j'ai dit, se développe très très vite, mais dans deux domaines très importants. Le premier, c'est les data centers. Alors bon, ça va avec l'intelligence artificielle, évidemment. Le marché des batteries de stockage de l'énergie dans les data centers augmente de presque 100% chaque année, actuellement. C'est une exponentielle, énorme. D'accord ? Donc ça, c'est des opportunités aussi pour le Maroc d'y penser tout de suite, de dire pourquoi on ne ferait pas venir des data centers au Maroc si c'est déjà pas présent. Mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser parce que c'est un marché très porteur. 15 milliards de dollars en 2035, c'est quand même très considérable. Et comme a mentionné mon prédécesseur, M. Alain Juillet, que les robots, la robotique humanoïde, c'est-à-dire on va voir donc quand on va en Chine, on les voit. Hein. Moi, j'étais dans un exposé à Shenzhen, j'ai vu les robots en train de danser, ils vous servent le café, etc. C'est formidable. Et donc c'est la tendance. Et donc ça aussi, c'est un marché très très porteur pour la partie stockage de l'énergie et les batteries. Alors, la répartition, donc très rapidement, au niveau, bien sûr, de l'électromobilité, comme j'ai dit, c'est un des marchés très porteurs. Voilà, donc on estime qu'en 2040, on va arriver à peu près 55 millions de voitures électriques produites chaque année. Et vous voyez un peu que la courbe, pareil, augmente d'une façon exponentielle, avec donc la Chine comme leader mondial, et puis le Japon, les États-Unis, l'Europe un peu moins, mais quand même l'Europe est présente. Et voilà, donc au Maroc, on a bien sûr Renault à Tanger, et puis Stellantis à Kenitra. Et ils se sont lancés depuis quelques années maintenant dans les voiturettes électriques et bientôt dans les grandes voitures électriques. Donc ça va aussi, comment dirais-je, favoriser l'industrie des batteries au lithium. Et on a maintenant une usine en construction à Kenitra par le groupe Gotion et Volkswagen, d'accord, Gotion Énergie, qui va, d'après ce que j'ai entendu, commencer à produire les batteries lithium-ion dès cette année 2026. Donc les premières batteries au lithium en Afrique seront fabriquées au Maroc. Voilà, donc ça c'est quand même déjà quelque chose de très très important. Et d'autres suivront, j'espère, parce que bon, le marché est énorme, d'accord. Donc Gotion commence d'une façon un peu timide, mais relativement, avec 10 gigawattheures. Rappelez-vous, 6 millions de gigawattheures, d'accord, 10 gigawattheures avec la perspective d'aller jusqu'à 100 gigawattheures d'ici peut-être 2030. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et puis, je pense que d'autres sociétés chinoises, européennes ou américaines viendront s'installer au Maroc parce que le marché est énorme. Comme peut-être a rappelé Monsieur Jouin, que finalement le Maroc est au centre et puis on a potentiellement presque 1 milliard de clients avec lesquels on a des accords de libre-échange entre les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. On a potentiellement plus d'1 milliard de clients autour du Maroc et c'est le Maroc, à mon avis, qui va mener cette transition d'une façon très très forte et durable. Alors, la liste des champions du monde, voilà. Vous allez voir, le premier, CATL, c'est chinois. Le deuxième, LG Chem, LG Energy,
c'est coréen, et le troisième, c'est Panasonic. Donc les trois, voilà, usual suspects. Donc c'est les mêmes qui mènent un peu la danse, mais après, il y a beaucoup de Chinois, évidemment. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent, comme j'avais montré en 2035, à couvrir 85% de la production mondiale, parce qu'ils y sont depuis très longtemps. Et j'ai rappelé, d'ailleurs, bon, des fois, je prends des risques un peu politiques. J'étais dans un congrès en Floride, c'était en décembre dernier, et j'ai dit devant 700 personnes que, malheureusement, leur ex-président George W. Bush a fait une bêtise, dans le sens où, en 2006, il a décidé de couper les fonds fédéraux, donc l'aide des gouvernements, à la recherche sur le lithium. Et il a tout misé sur l'hydrogène. Et dans son discours d'adresse à l'État de la nation, State of Union, il a dit « Je rêve que mes enfants, mes petits-enfants traverseront l'Amérique de l'Est à l'Ouest avec une voiture à hydrogène. » C'était en 2006. On est en 2026, 20 ans après. Elle n'y est pas. Monsieur Join, je pense que c'est très difficile d'arriver à avoir une voiture électrique, enfin, à hydrogène. C'est pas facile. Si les Américains n'y sont pas arrivés, c'est pour de bonnes raisons. En 2005, moi-même, j'ai conduit une BMW à hydrogène à Caltech. Ils l'ont amenée. Ils m'ont dit, monsieur Ezami, vous pouvez la conduire. Je l'ai conduite, mais BMW a arrêté. Alors, il faut relativiser les choses. Ils ont de bonnes raisons pour laquelle. Alors, est-ce que le coût, le problème, c'est ça. C'est combien vous allez payer en dirhams ou en euros pour conduire, faire 1 km. Et vous comparez par rapport à l'essence. Voilà. Donc, c'est le prix du carburant qui va faire la différence. Si on arrive à réduire le coût de l'hydrogène, effectivement, l'hydrogène, c'est une solution. Si on n'y arrive pas pour des raisons techniques, des limitations, etc. Parce que l'hydrogène liquide, il est à moins de 153 degrés Celsius. Hein. C'est très froid. Hein. On n'est pas loin du 0 Kelvin. Hein. Donc, c'est la difficulté technique. C'est vraiment arriver à avoir de l'hydrogène liquide dans des conditions économiques. Alors, je vous présente un peu les avancées qu'on a faites récemment, parce que bon, je vais partager avec vous ce qu'on fait. Aussi bien donc à Caltech, comme j'ai dit, avec le professeur Godard et son équipe, à la National University of Singapore, Nanyang Technological University, l'université privée de Fès, avec laquelle j'ai une très bonne collaboration depuis maintenant 6 ans. Ce qu'on a fait justement dans le domaine de l'avancement des recherches sur le contrôle des batteries. Et la première chose, c'est la charge rapide. Alors, on entend beaucoup des annonces de BYD, de beaucoup d'autres grandes sociétés de voitures électriques chinoises essentiellement. Ils disent « Ah ben, on peut charger la voiture en 5 minutes et vous avez 1000 km d'autonomie. » Waouh, tout faux. Je le dis, s'il n'y a pas des gens de BYD ici, je leur dis c'est complètement faux. D'accord ? D'abord, si vous avez une voiture qui fait à peu près 80 kWh de batterie, et si vous voulez la charger en 5 minutes, vous devez avoir 1 mégawatt de puissance. D'accord ? Et si vous avez 1000 voitures en train de charger en même temps, vous avez besoin d'un gigawatt. D'accord ? Et la plus grande centrale nucléaire au monde qui se trouve au Japon, elle produit 8 gigawatts. Donc vous pouvez charger en même temps avec une centrale nucléaire 8000 voitures BYD. C'est pas beaucoup, 8000 voitures, c'est de la production quotidienne. Ça, c'est pas réalisable. Il faut avoir une échelle de grandeur pour voir si les choses ou les annonces qui sont faites plus pour du marketing que pour vraiment des progressions technologiques. Le problème de la charge rapide est, quand on charge une batterie rapidement, elle a tendance à chauffer. Et si elle chauffe, il y a un risque de sécurité. Voilà, donc c'est très important. Donc nous, on a développé une technologie nouvelle de rupture qu'on appelle non-linéaire voltammétrie. Donc c'est la voltammétrie non-linéaire. C'est un mot peut-être un peu barbare, mais qui permet effectivement de réaliser dans des conditions de sécurité des charges rapides avec des records mondiaux. Voilà, donc ça c'est le profil typique d'une charge NLV. En rouge, vous avez la tension. En bleu, le courant. Le courant n'est jamais constant. D'accord ? Donc le courant varie. Et donc en fait, on a une sorte de boucle entre la batterie et le chargeur. Donc si la batterie a une résilience à se charger, le chargeur diminue.
D'accord? Et si la batterie dit allez-y, donc on arrive à finalement avoir cette espèce de relation. Donc c'est ce qu'on appelle Internet of Things, donc la relation entre le chargeur et la batterie. C'est un dialogue qui n'existe pas. Actuellement, on traite la batterie comme si vous allez à une station d'essence et vous remplissez votre réservoir. Il n'y a aucun dialogue entre la pompe à essence et le réservoir à essence. Voilà, donc c'est ce truc-là, c'est cette chose-là, excusez-moi, qu'on a développé avec justement la NLV où le courant n'est jamais constant, la tension varie, le courant va à zéro, etc. Moi, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça nous permet quand même de charger de 0 à 100% une batterie commerciale de Samsung en 10 minutes. Voilà, donc ça c'est le profil. Et pendant ce temps-là, la température ne dépasse pas 50 degrés, alors que Samsung dit notre température de sécurité, c'est 60. Donc on est vraiment dans la zone de sécurité de la batterie. Alors le record qu'on a actuellement, c'est 6 minutes. Ça existe, d'accord? On l'a testé sur des batteries à base de LFP, donc lithium iron phosphate. On peut charger en 6 minutes et on l'a fait aussi sur... Ça, c'est une petite batterie, mais on a fait aussi sur des batteries plus importantes et on les a chargées en 6 minutes, qui est un record mondial. Et je présente ça partout dans les congrès internationaux en disant à la salle, est-ce que vous avez une solution meilleure? Dites-le moi. Et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de technologie meilleure que ce qu'on a actuellement dans la NLV. Donc, et c'est là que l'intelligence artificielle intervient, très importante, parce qu'en fait, quand vous programmez un test, une charge NLV, vous mettez des paramètres. D'accord, des paramètres, c'est-à-dire qu'on a des tensions maximales, on a des courants maximaux, on a des températures, etc. On met tous ces paramètres-là et au fur et à mesure que la batterie se charge, le système regarde s'il n'y a pas moyen d'améliorer un ou deux paramètres en cours de la charge et donc pour améliorer encore. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait en temps réel, qu'on a développé des algorithmes qui analysent les données. Donc les données, c'est nous qui les créons, les datas. Les datas sont créées par tout ce qu'on récupère comme valeur de courant, de tension et de température pendant la charge. Et ces données-là, on les intègre dans l'algorithme pour les améliorer. Donc, on arrive à contrôler la durée de charge, donc le charge time control. SOC, l'état de charge, c'est très important. Il faut savoir que quand on va charger une batterie, il faut qu'on sache le point de départ et le point final de la charge. C'est très important. Et puis après, bien sûr, la durée de vie. On veut que cette batterie dure le plus longtemps possible dans des conditions de sécurité. Voilà. Alors, autre chose très importante, on parle beaucoup de LFP. Le Maroc, maintenant, se lance dans LFP, essentiellement l'OCP, bien sûr, parce qu'on a les phosphates, mais il y a Managem, donc ils produisent le cobalt. Donc, la concurrence entre les deux. Et pour m'amuser, juste comme ça, dire, écoutez, on va prendre, moi je suis neutre, je prends des batteries LFP, je prends des batteries à base de cobalt et de nickel, et je vais les comparer. Et je veux comparer leur performance en fonction du temps de charge et du temps de décharge, c'est la durée de décharge. C'est-à-dire, je vais dans une station d'essence de charge et je dis à l'ordinateur, je veux vous me charger ma batterie en 10 minutes. Très bien. Et je vais aller de Casablanca à Marrakech, d'accord, à une vitesse moyenne de 120 km/h. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la quantité d'énergie que je vais récupérer va me suffire pour arriver jusqu'à Marrakech? Donc c'est la question très très importante. Quelle est la durée de charge optimale pour avoir une autonomie des véhicules voilà, avec la vitesse à laquelle, c'est-à-dire la puissance à laquelle je vais conduire cette voiture. Donc on a pris deux batteries, une de Samsung, la 30T, et une batterie qui a été développée au MIT, qui est maintenant commercialisée en Chine, une société qui s'appelle A123, A123 Systems. Voilà, donc ça c'est les caractéristiques. Alors la question, c'est ce que j'ai posé, c'est vrai, combien de kilomètres puis-je, avec une voiture électrique, conduire, rouler, en fonction du temps de charge et de la vitesse à laquelle je vais rouler. Donc c'est très important, c'est très pratique. Donc je passe par les équations, voilà, et on a ce que j'ai appelé modestement la représentation Yazami 3D des plots, parce que personne ne l'a fait jusqu'à présent.
D'accord? Donc c'est pour ça que, bon, écoutez, je ne sais pas si ça va faire son chemin ou pas. Alors voilà, donc si vous regardez, je ne sais pas si ça se voit en bas, oui. Donc pour la Samsung 30T, vous avez dans l'axe un des axes, c'est la vitesse à laquelle je vais aller, donc c'est l'axe Y. L'axe X, c'est le temps de charge, et l'axe Z, c'est le nombre de kilomètres que je vais rouler. Donc j'ai une échelle dans chacun, et chaque courbe représente les performances en fonction du temps de charge. Donc j'ai 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 et 60 minutes. Voilà. Donc voilà le diagramme. Et le grand paradoxe, la grande découverte qu'en fait, c'est pour ça que la science des fois est vraiment fantastique, c'est que plus vous chargez vite, plus vous allez loin. C'est contre-intuitif. D'accord? Donc si je charge en 6 minutes, ma batterie me durera plus longtemps. Enfin, ma voiture roulera plus longtemps à une certaine vitesse. La même chose avec LFP. Mais l'échelle n'est plus la même. L'échelle des kilomètres n'est plus la même. D'accord? Si je reviens en arrière, si je ne peux pas, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, on fait une projection de ces courbes-là. Donc, dans l'axe des X, j'ai la vitesse à laquelle je charge, je roule, et dans l'axe des Y, j'ai le nombre de kilomètres, en gros, proportionnel au nombre de kilomètres. Et donc, vous voyez que la courbe violette et jaune, quand je charge en 10 minutes ou 15 minutes, me donne plus d'autonomie que quand je charge la courbe noire, quand je charge en 1 heure. D'accord? Ça, c'est avec la batterie de Samsung. Et la même chose, à peu près la même chose, sauf qu'avec la batterie LFP, les résultats sont un peu plus rassemblés. Et donc, le paradoxe reste là. Alors là, c'est fantastique. On trouve quelque chose d'inattendu. Là, pour les scientifiques, c'est quelque chose d'une découverte. Il faut expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que je un peu cogité, comme on dit. J'ai dit certainement que quelque chose se passe aux côtés de l'électrode négative, le graphite. Quand on charge la batterie, il y a une accumulation d'ions lithium du côté de l'anode. Et donc, on va un peu mettre des contraintes sur la structure du graphite. Et à partir de là, peut-être que l'espace entre les plans de graphite va être supérieur que normalement, si on faisait une charge lente. Mais pour que justement la distance entre les plans de graphite augmente, il faut que les lithium, au lieu de rentrer tout seul, il faut qu'il rentre avec ses petits copains. Il ne va pas rentrer tout seul. Et donc j'ai émis l'idée qu'il se pourrait qu'il se forme ce qu'on appelle des dimères et des trimères. Alors je téléphone à mon collègue à Caltech, je lui dis, écoute, Bill, je crois, il dit, oh, Rachid, tu commences à vieillir, il n'y a aucune chance que le lithium fasse des dimères, des trimères, ça ne va pas. Je dis quand même, essaye s'il te plaît, prends un postdoc, puis laisse-le faire tourner les machines, etc. C'est des supercomputers qu'il faut, des calculs extraordinaires. Et au bout de 12 jours, je reçois un message sur WhatsApp, Rachid, tu as raison, on voit les dimères et les trimères. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, je passe sur la température, c'est effectivement le fait qu'on charge très rapidement, on ne dépasse jamais les 45 degrés, ça c'est bien. Alors voilà pourquoi, la question que je posais, et c'est là qu'on fait ce qu'on appelle DFT, Molecular Dynamics, etc. Donc, Rachid, je vois confidentiel, oui. C'est toujours confidentiel ou c'est public? Non, c'est public. C'est public. Tout ce que je dis, non, mais c'était confidentiel il y a un moment, mais maintenant c'est public. On a pris le brevet. Non, c'est bon. On a pris le brevet, il n'y a pas de problème. Alors voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est les modèles que sortent des machines de Caltech, d'accord, avec les plans de graphite qui sont en marron et les ions lithium qui sont en vert. Hein. Ok, donc on a fait plusieurs structures possibles et à chaque fois, alors je ne sais pas si j'ai le pointeur. Ici, vous avez des trimères, ici, on voit des dimères là, des trimères là, etc. Et ça a été vraiment, je ne vous cache pas, j'ai pleuré quand j'ai vu ça. Tellement, c'est très beau que finalement, quelque chose que vous avez prévu, je ne sais pas pourquoi, et qui est démontré. Et actuellement, j'espère que l'année prochaine, je vous montrerai des vidéos. Ils sont en train de faire des vidéos. Toutes les réactions chimiques se font à l'échelle de la femtoseconde, 10 puissance moins 12 secondes. Et ils arrivent à ralentir les réactions pour qu'on puisse les voir comme une animation.
Et donc l'année prochaine, Inch'Allah, si vous m'invitez, je vous montrerai la dynamique, comment les atomes de lithium se mettent ensemble, etc., pour former justement les composés d'insertion du graphite. Et donc là, c'est un peu les conséquences de la dilatation entre les plans de graphite, la distance entre les plans, etc., qui est supérieure à la distance normale quand il n'y a pas de dimère et de trimère. Alors, l'autre chose, alors là, c'est... Bon, ça va peut-être refroidir un certain nombre de gens. Si vous prenez une batterie, supposons que vous avez 400 kg de batterie dans votre voiture, d'accord ? Vous avez une certaine énergie, d'accord ? Et vous chargez à fond. Donc, vous chargez à une certaine vitesse, donc 10 minutes, 15 minutes, donc ça, c'est le temps de charge. Et vous déchargez donc, de plus en plus vite. Donc, l'axe des X ici, c'est la vitesse à laquelle vous roulez. D'accord ? Et l'axe des Y, c'est la distance que vous parcourez. Et vous avez une batterie à base de cobalt et une batterie à base de phosphate. Et qu'est-ce qu'on trouve ? C'est que le cobalt gagne par 60%. C'est à méditer, c'est très important ça. C'est-à-dire que vous avez une distance que vous pouvez parcourir 60% de plus en distance si vous avez une batterie à base de cobalt avec la même quantité d'énergie, d'accord ? La même quantité d'énergie dans la voiture. Mais si vous roulez plus ou moins vite, donc c'est en fonction de la vitesse. Mais la différence, elle est énorme. Et ça, c'est des résultats très, très reproductibles et c'est très important qu'on le sache dès le départ, que bon, quand on nous annonce qu'avec LFP, on a 1000 km, j'ai des problèmes à croire. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Vous avez 5 minutes. 5 minutes. Vous êtes dans les temps, ce qui est exceptionnel aussi. C'est gentil, c'est très gentil. Alors, en fait, beaucoup de choses découlent un peu de l'intelligence artificielle, l'utilisation des algorithmes, etc. Pour déterminer, figurez-vous que LFP, les batteries à base de phosphate de lithium et de fer, on n'arrive pas à déterminer d'une façon précise l'état de charge. C'est-à-dire, si je pose une batterie ici, devant un expert des batteries LFP, et je lui dis quel est l'état de charge de cette batterie, il est incapable de le dire. Pour quelle raison ? Parce que la batterie, elle a une tension qui est pratiquement invariable entre 20% et 80%. Jusqu'à ça s'arrête tout seul, au fait. Disons que vous mesurez la tension, et la tension ne vous donne pas l'état de charge. Ça peut être 20% comme ça peut être 80%, c'est à peu près la même chose. Et quand la tension est plate comme ça, c'est très difficile de déterminer l'état de charge de la batterie d'une façon très précise. Et on a résolu le problème grâce à l'équipe de l'université privée de Fès. Magnifique. Voilà. Ça mérite des applaudissements, mesdames et messieurs. Voilà, tout ce travail a été réalisé par mes chercheurs à Fès. Je les suis de très près. Et alors, on a fait... Donc voilà, donc vous voyez un peu la tension de LFP, elle est presque plate, et les batteries à base d'oxyde, la tension monte avec l'état de charge. Alors, on a modelé, je passe les équations, vous m'excusez, il y a des exponentielles, il y a des choses comme ça, donc c'est un peu compliqué. C'est pas le moment là, on s'approche du déjeuner, donc pas d'équations s'il vous plaît. Voilà, mais il y a quand même une base fondamentale derrière, voilà. Et donc, regardez comme c'est beau, excusez-moi, mais c'est voilà. Si on n'a pas la même perception de la beauté, Rachid. Bah, écoutez, si au lieu de mesurer la tension de la batterie, on mesure ce qu'on appelle la pseudotension, c'est-à-dire quand le courant va à zéro, on mesure une tension qui s'appelle POCV, Pseudo Open Circuit Voltage. Et si vous regardez la variation de l'état de charge sur l'axe des Y en fonction de la pseudo Open Circuit Voltage, c'est plus plat. C'est une fonction qui monte. Et on a une équation qui permet de simuler la courbe expérimentale par rapport à la courbe calculée, avec un coefficient de 99,7%, le R2. Magnifique. Donc c'est vraiment, ça colle très très bien. Voilà. Et donc on a fait avec un pack de batteries qui est donc le pack de Stellantis, et on a fait la même chose, et vous voyez qu'on arrive à déterminer l'état de charge à 98,8% de précision grâce à cette équation-là. Voilà.
La sécurité. Alors ça, c'est très, très, très important parce qu'on ne veut pas que les batteries prennent feu. Et actuellement, une des grosses difficultés des batteries, enfin de la détermination de l'état de santé des batteries ou de l'état de sécurité des batteries, c'est on sait que l'origine de l'emballement thermique, la plus grande origine de l'emballement thermique des batteries, c'est la création d'un court-circuit à l'intérieur. C'est-à-dire le pôle plus et le pôle moins se touchent à l'intérieur de la batterie. Il y a un court-circuit interne. Et aujourd'hui, il n'y a aucune technologie fiable qui permet de dire, oui, cette batterie, elle a un court-circuit interne. On ne sait pas faire. Et c'est là, bon, bah, ces images, je ne vais pas les montrer parce que ça fait un peu peur. Donc, Internal Short Circuit Formation, donc voilà, ça c'est un peu les modèles. Les dendrites, ce qu'on appelle le lithium, qui pousse, au lieu de rentrer dans le graphite, il pousse sous forme de filament et il fait le court-circuit parce que c'est un métal. Et donc, c'est l'origine de l'emballement thermique des batteries. Et là, bon, encore quelques équations, voilà. Et on a créé des courts-circuits artificiels dans les batteries. Les courbes noires, bleues et rouges, c'est des batteries, c'est des profils d'entropie de batteries quand elles ont un court-circuit interne. Et la courbe verte, il n'y a pas de court-circuit interne. Et la différence est énorme, grande comme une maison. D'accord ? Donc si je mesure d'une façon très très simple l'entropie de la batterie en mesurant la tension en fonction de la température, c'est des choses qu'on a, on arrive à savoir si on est dans la zone verte ou dans la zone plus basse. Donc ça, on peut détecter d'une façon très très simple la présence d'un court-circuit et on espère sauver des vies comme ça, parce que quand même, une batterie, quand ça brûle, si vous regardez Google, batterie, emballement thermique, etc., vous partez en courant. Hein, c'est un feu d'artifice, c'est énorme. C'est impressionnant. C'est Rachid, tout à l'heure, on a parlé du temps, de la montre. Il y en a qui surveillent aussi la montre par rapport à notre intervention. Oui. Donc, je vais vous rappeler juste qu'il nous reste 3 minutes pour conclure. Bah, écoutez, très bien. Voilà. Parce qu'on va vous retrouver dans les panels. Non, mais ce n'est pas un problème. Je vous dis, actuellement, grâce justement aux technologies liées à l'intelligence artificielle, l'analyse des données en temps réel, d'accord, et les algorithmes qu'on développe, on arrive à déterminer des choses qui sont très, très difficiles à déterminer. Pour les batteries à la base de LFP, l'état de charge, on ne sait pas faire. D'accord ? Et maintenant, pour toutes les batteries sur Terre, on peut savoir si une batterie est à risque, ce n'est pas 100% sûr, est à risque d'avoir un emballement thermique. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, j'espère, pourra justement faire avancer la confiance que nous, en tant que clients, utilisateurs des batteries, dans ces batteries-là qui peuvent être des fois très dangereuses. Et en particulier, j'ai maintenant un accord avec une société japonaise qui développe des hélicoptères électriques. Alors, quand vous êtes à 400 mètres ou 500 mètres d'altitude, vous avez intérêt à ce que la batterie... Faut pas que la batterie lâche. Voilà. Donc, on peut savoir à l'avance si une batterie a un risque et on va, j'espère, d'ici quelques années, justement mettre un système de cerveau à l'intérieur de la batterie. Donc, c'est des puces électroniques qui sont programmées pour faire toutes ces détections-là. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. C'est Rachid. C'est toujours un plaisir de vous accueillir parce que vous nous enrichissez avec beaucoup de données, surtout de perspectives, et vous avez aussi ouvert les yeux sur d'autres formes de beauté. Je voudrais vous remercier Alain aussi qui était avec nous, qui nous a passionnés par beaucoup de données, d'informations, donc sur un sujet qui est aussi passionnant, à savoir la donnée, la stratégie. Je voudrais aussi remercier les intervenants de cette matinée qui nous ont aussi élargi les perspectives par rapport à leur domaine d'intervention, et remercier la salle, nombreuse, chaleureuse, aussi qui était là, et les organisateurs. Je crois qu'on s'approche de moi pour juste encore un petit rappel, oui. Il y a un robot qui est en train de tourner, paraît-il, donc c'est la surprise de cette matinée. Je voudrais vous remercier de votre présence, de votre patience. On marque une pause de déjeuner, on va se retrouver tout à l'heure. Merci de votre patience.